Je m'assois souvent sur un banc seul comme ça, pour me souvenir. Pour me souvenir que suite à une agression, j'ai complètement oublié mes 30 premières années de vie et je ne les ai jamais retrouvées. Et qu'à ce moment-là, je disparais mystérieusement. Il y a de ça 32 ans. Pour me souvenir que quelques jours plus tard, et à 400 km de ce lieu d'agression, un inconnu se réveille seul sur un banc. Et que cet inconnu, c'était moi. Et devant moi, je vois l'opéra. Et je sais pertinemment que c'est l'opéra. Et je sais donc que je suis à Paris, c'est une évidence. Mais presque instantanément, je prends conscience que je ne sais plus qui je suis. Je suis un corps sans mémoire. Et comme pétrifié, je n'arrive pas à quitter cet endroit. Je reste là. Et la police ne tarde pas à faire un contrôle d'identité. Mais je ne sais pas qui je suis. Aucun papier sur moi, rien dans leur dossier pour me protéger ou pour protéger les autres. Me voilà interné d'office dans un hôpital psychiatrique. Où là, immédiatement cachetonné, je me retrouve complètement impuissant pendant plusieurs mois, au milieu de gens que je perçois comme étant des fous. Mais est-ce que moi-même je suis fou? Mais on m'appelle Monsieur X parce qu'on ne sait pas qui je suis. Et là, entre deux crises d'angoisse, je passe mon temps à écrire et à dessiner, dans l'espoir de faire ressurgir quelque chose de cette mémoire endormie. Mais rien. Et un professeur vient enfin me voir pour me dire qu'il s'occupe de moi depuis longtemps, sans que je le sache. Et que, d'après lui, j'aurais fait des études supérieures. Peut-être même une formation artistique. Et à l'écoute de mon accent, que je viendrais peut-être de l'Est de la France. Et il me dit que je souffre d'une amnésie identitaire. Et il me rassure en me disant que ce n'est que passager. Alors je reprends espoir. Je me dis que ce cauchemar va certainement se terminer. Et rien ne se passe. J'attends encore. Et un jour, on vient me chercher pour aller dans un petit bureau. Parce que l'enquête de police a avancé, il avait donné tous ses indices à la police. Et en arrivant dans ce petit bureau, je vois un professeur tout souriant. Et il me dit, c'est bon, vous êtes retrouvés, vous vous appelez Jacques Michel Huret. Et ces gens qui sont assis là sont vos parents et votre femme Martine. Waouh. Il se présente à moi, il m'annonce que je suis même père de 2 enfants. Ah bah dis donc. Et puis il me montre plein de photos de mon passé. Mais ces gens et ces photos ne me disent rien, mon cœur reste froid. Et après leur départ, le professeur me dit qu'il s'est passé 122 jours depuis ma disparition et que tous ces gens me croyaient même mort. Et ils sont heureux de m'avoir retrouvé en vie et que très bientôt ils vont venir me rechercher et que c'est avec eux que j'aurai certainement un déclic, communément appelé le déclic des petites madeleines, comme l'a si bien écrit Proust. Un bruit, une odeur, et clac, je serai de nouveau celui que j'étais avant avec ma mémoire. Et là, à l'hôpital, tout le monde s'amuse à m'appeler Jacques Michel. Mais ce nouvel inconnu, qui est moi, dans mon corps, me fait peur. Alors, comment s'accepter sans se connaître? Comment pouvoir rebondir sans passé, sans référence? Comment? Et la porte de l'hôpital se referme sur moi pour me laisser partir avec ces étrangers. Et là, je ne reconnais même pas ma propre maison. La seule chose que je suis capable de demander, c'est où est ma place pour écrire et pour dessiner? Où? Et Martine, petite femme, devient ma nouvelle infirmière. C'est bien la première fois que j'aimais le Jacques Michel que je ne connaissais pas. Il avait bon goût, elle était bonne, la petite brunette quand même. Hein. Sympa. Et le lendemain, mes parents nous ramènent nos 2 enfants, que je trouve mignons, certes, mais encore une fois, mon cœur reste froid. Et les jours suivants, on me présente en vrai tous ces gens que l'on m'avait montrés sur ces photos. Tous avec leurs conseils, tous avec leurs remèdes, voire même avec des reproches. Mais ces gens, pour moi, ne restent que des photos vivantes. Et je passe mes journées à écrire et à dessiner, sans m'occuper de ses proches. Et je me sens rapidement inutile. Alors comment rebondir dans une vie où je n'existe pas? Comment? Tous ces tableaux qui commencent à s'amonceler et qui devaient me parler, qui devaient me dire quelque chose, me réveiller ma mémoire, me disent rien. Alors pourquoi les garder pour moi? Les exposer et les vendre, c'est ma solution. Ça me permet d'exister, de ne pas dépendre. Et je vais au bout de cette idée.
Et je cherche un lieu pour les exposer. Et une banque, qui n'est pas très loin de chez nous, accepte que je le fasse dans leur hall. Et ils me font même de la publicité, des grandes affiches également, et m'offrent un vernissage. Et là, les tableaux se vendent. Et il y a des journalistes qui viennent même faire des articles sur moi. Ma peinture est appelée le sentimentalisme. Et dans les articles, j'ai dévoilé au grand jour mon problème d'amnésie. J'existe. J'ai vaincu ma transparence. Et là, je retourne à la maison et jour et nuit, je peins et je multiplie les expositions pour exister. Mais je n'arrive pas à oublier celui que j'ai oublié. Et mes tableaux ne sont que le reflet de mon manque. Et là, je plonge dans une dépression. Et là, il me faut de nouveau rebondir. Il le faut. Alors j'ai l'idée d'ouvrir un atelier de peinture pour adultes et pour enfants. Et ma petite notoriété que j'ai eue grâce aux articles dans les journaux me permettent de convaincre la mairie de mon village. Et ils me prêtent une salle aménagée, me payent même des flyers qui sont distribués, et les inscriptions augmentent, 20 puis 30. Je viens de créer l'association des adeptes du sentimentalisme. Le mec, il y croit, il veut se montrer, il veut exister. Mais non content de ça, me considérant moi-même comme étant un non-voyant de mémoire, je vais jusqu'à inventer un système de peinture pour aveugles. Je me rapproche d'institutions et j'ouvre mon atelier aux non-voyants. Et avec mon procédé que j'ai appelé la peinture tactile, on fait une première exposition, une grande exposition à Nancy. Et là, d'autres articles dans les journaux, même 2 télévisions. Rien ne peut m'arrêter dans ma quête de reconstruction. Quoique, sans m'en rendre compte, 3 années viennent de s'écouler. Juste occupé à tisser mon fil d'Ariane et sans m'occuper de mes proches. Et là, j'en ai lassé plus d'un. Et je me suis retrouvé de plus en plus seul. Et Martine s'en est aperçue. Et c'est pour ça qu'un soir, Martine me demande de m'asseoir à côté d'elle. Et elle me dit, « Tu sais, mon chéri, je suis tellement heureux de te voir revivre, de te voir t'occuper des autres. Je préfère même celui que tu es devenu que celui, le petit fêtard que tu étais avant. Mais ce fil d'Ariane que tu essaies de tisser seul dans ton coin, j'aimerais bien qu'on essaie de le tisser ensemble. » Et là, sans vous dire comment, alors peut-être par pudeur, ou alors par amnésie, ce qui serait la bonne occasion, quelques mois plus tard, le ventre de Martine s'est mis à s'arrondir. Ce qui tenterait à prouver que je n'étais pas amnésique de partout non plus. Hein. Et ce qui prouve que le cerveau de l'homme, il n'a pas qu'un cerveau, il en a 2. J'en avais un qui était intact. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, voire peut-être même une renaissance. Parce que Martine est vraiment devenue ma femme. L'enfant qui grandissait dans son ventre était déjà le mien, c'est une évidence. J'ai enfin pris mes 2 enfants dans mes bras, mais je les ai adoptés dans mon cœur. Et j'ai accepté le reste de cette famille et de mes amis comme étant miens. Et ces 3 années-là marquaient malheureusement aussi une autre échéance, celle de mes droits en longue maladie. Et je me retrouve convoqué par un médecin conseiller. Vous allez voir que celui-là, il est pas mal non plus. Il me reçoit, il me dit « Bonjour, monsieur Huret ou monsieur X, comme vous l'entendrez. Je vois dans votre dossier que vous avez exposé, vendu des tableaux, créé une association, donné des cours, que vous vous affichez dans les médias. Mais vous êtes complètement fou. On vous a donné ces 3 ans pour vous soigner et non pas pour travailler au noir. Alors, vous n'aurez pas droit au statut d'adulte handicapé. Non. Vous allez retrouver un travail, allez vous inscrire à la NPE. Pour moi, de toute manière, vous prétendez même inventeur, mais j'ai l'impression que votre première invention était celle d'être amnésique. Alors, continuez à peindre, continuez à dessiner. Pour moi, de toute manière, vous n'êtes plus malade, le dossier est clos. Putain, je suis plus malade, je suis plus fou, c'est génial. Ou alors, d'après l'autre pingouin, là, je serais plutôt fou de ne pas vouloir être fou. C'est fou, hein? Mais quoi faire? Eh bien, c'est encore ma petite Martine qui est moldée. Et je me rassois, tiens. Elle me dit, tu sais, mon chéri, t'étais architecte avant. On te demande de reprendre ton métier, ça va être génial. Tu vas réapprendre plein de trucs. Et tu auras toujours le temps à côté pour t'occuper de nous et puis de l'association. Oh.
je ne m'étais même pas posé, moi, la bonne question à savoir ce que je faisais avant. La seule chose qui m'importait, c'était qui j'étais, qui n'avait rien à voir. Et la peur de me reperdre de nouveau, je n'avais pas confiance en moi. D'ailleurs, j'avais tellement peu confiance en moi, par peur de me perdre, je mettais que 10 € d'essence dans ma voiture. Et je prenais toujours le même chemin. Et par peur de moi, j'osais même pas me regarder dans un miroir. Je t'ai entendu tout là-bas. Non, c'était pas à cause de mon physique. Hein. J'étais à l'époque aussi beau que celui que je suis maintenant. Non, mais franchement, regardez-moi, je suis beau. Hein. Mais à l'écoute du mot archi, j'ai eu un nouveau déclic. Et je suis redevenu architecte en un instant. Ma tête s'est remplie de plans, de termes techniques. Bah oui, le professeur me l'avait dit, je souffre d'une amnésie identitaire. Mais fort heureusement, j'avais conservé l'ensemble, ou presque, de mes acquis. Ce qui est drôle, c'est que je sais, mais sans savoir comment je le sais. Et là, je deviens pratiquement en même temps père d'un 3e enfant, architecte et demandeur d'emploi. C'est quand même pas mal pour un mec qui était rien, quoi. Et une offre m'est faite dans un petit bureau d'architecture, quelques mois plus tard. Mais voilà, pas à côté de chez nous. Oh bon non, ça aurait été trop simple, non. En Suisse, à 300 km de là. Alors quoi faire? Eh bien, aller vers l'inconnu. Pour une fois que mon amnésie n'en était pas la cause, c'était chouette, quoi. Et faire de toute manière ce que nous faisons tous à un moment donné ou l'autre de notre vie, aller vers l'inconnu. Et là, je suis resté plus de 4 ans en Suisse, où je suis devenu un architecte réputé dans les bâtiments historiques. Je redonnais vie aux anciennes pierres, comme si je faisais un devoir de mémoire. Heureux en Suisse la semaine, heureux le week-end et en vacances avec les miens. C'était magnifique, mais paf le chien. Brutalement, une rupture d'anévrisme vient tuer mon père. Et je viens de perdre une racine, avant même que l'on ait eu le temps de nous reconnaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance des miens. J'ai pris conscience que la vie est courte et qu'il était temps pour moi de vivre avec les miens, d'accepter celui que j'étais en faisant le deuil de celui que j'étais. Alors effectivement, il n'y a pas eu de déclic de petite Madeleine. Non, il n'y en a pas eu. J'en ai bouffé, j'en ai grossi, d'accord, mais pas de déclic. Et je resterai, je suis encore aujourd'hui handicapé par mon manque de passé. Mais je sais, quelque part, que d'autres que moi se sentent handicapés d'en avoir un. C'est étrange. Hein. Alors, adieu la Suisse. Elle restera dans mon nouveau passé. Et maintenant, il fallait que je redevienne une racine pour les miens. Et j'ai donc retrouvé un travail pas très loin de chez nous. Et enfin, je suis devenu, comme un homme normal, j'ai vécu avec ma famille, avec mes proches. Mes enfants ont enfin grandi avec un père à leur côté. Et quand la mort est venue de nouveau m'arracher des proches, je n'ai jamais pu enterrer d'étrangers, parce que j'avais pris le temps de les connaître avant leur départ. Et la vie nous a donné la joie de devenir grands-parents. Voilà, et notre histoire va faire l'objet d'un long métrage, d'un film qui est en cours actuellement, et dans lequel je vais avoir un rôle, je vous donne en mille lequel, celui de mon propre agresseur. Et en parlant de mon agresseur, il avait été retrouvé quelques années après les faits, il m'avait simplement volé ma voiture. Et pour ça, il m'avait assommé, certainement un peu fort, puisque, sans le vouloir, il m'avait aussi volé ma vie. Mais il avait aussi donné naissance à ce mec complètement hagard qu'on a retrouvé seul sur un banc à 400 km de chez lui sans savoir comment le déplacement s'est fait. Mais il a également donné naissance à celui qui est là ce soir, devant vous, pour vous parler de rebond. Celui qui va maintenant, toujours en compagnie de ma petite femme Martine, la petite brunette de tout à l'heure, qui est bonne, hein, elle est là d'ailleurs toujours à mon côté dans la salle, et on va ensemble vers des gens qui se sentent perdus sur leur chemin de reconstruction, pour les aider à avancer, les aider à comprendre et à rebondir. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que pour moi, rebondir, vous voyez, ce n'est pas forcément réussir. Mais pour moi, rebondir, c'est vivre. Et ça, même si jamais, il faut dire jamais, je pense que jamais je ne l'oublierai. Alors, je me sens vachement bien d'ailleurs avec vous ce soir, là, vous êtes superbe.
Alors je vais me permettre de prendre encore une petite heure, si vous permettez, pour vous raconter l'histoire d'un mec qui se réveille un jour sur un banc à Paris, sans mémoire, face à l'opéra. Oui, quoi? Je crois que tu nous as déjà raconté cette histoire. C'est vrai? À l'instant, là? Excuse-moi. Vous voyez que c'est embêtant d'inviter un amnésique à un TEDx. Hein. Je vous souhaite une bonne vie à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.